Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo des archives sur le mois de septembre. Il fait beaucoup trop froid dans ce pays, j'en peux plus. Mais bon, je vais pas rester la vidéo entièrement dans cet accoutrement-ci, donc je vais m'en débarrasser. Et nous allons pouvoir enfin venir dans le vif du sujet avec l'ange rouge de... Oh putain, le nom de merde. Va falloir que je m'en souvienne, il réapparaît souvent lui. Yasuzo Mazumura. Oui, j'ai vu quelques films de lui durant le mois, faut dire, il y a eu une rétrospective. Et donc le film L'Ange Rouge, qui est l'un de ses plus connus, j'ai l'impression. En tout cas, c'est le premier dont j'ai entendu parler. Je lui ai mis un mois, et c'est un récit qui va nous plonger en plein cœur de la guerre. Pour être précis, c'est celle de l'occupation de la Chine par les Japonais, qui est une période de l'histoire que je ne connais absolument pas. Et ça s'est passé avant la Seconde Guerre en tout cas, et c'était quand même assez dégueulasse aussi. Et le film en soi, il va être du point de vue d'une infirmière, ce qui est très bien. Dans ma vidéo sur le bon, la brute et le truand, d'ailleurs regardez là, elle est géniale, j'ai parlé à un moment du fait que les films anti-guerre n'existaient pas réellement, parce que quand on montre la guerre, on la montre d'un point de vue de soldat, et ça la glorifie, vu que c'est plus ou moins énergique, etc. Du coup, sur une infirmière, ça va être beaucoup plus impactant, parce qu'on aura vraiment que les blessés, hein. Et ça va être l'abondance à ce niveau-là, ainsi que toutes les opérations qu'on doit effectuer sur eux, du coup. Et à ce niveau-là, les effets pratiques sont extrêmement bien faits. C'est montré de façon frontale, et du coup, ça aurait pu paraître ridicule si le make-up et les accessoires n'auraient pas été à la hauteur, fort heureusement ce n'est pas le cas. Et c'est un truc que les films de l'époque savaient plutôt bien faire au Japon. Je vais parler d'Hiroshima il y a quelques temps qui était aussi pas mal efficace pour ça. Évidemment, ça va être très cru hein, à ce niveau-là, sur toutes les horreurs que la guerre peut engendrer. Genre par exemple, la toute première scène c'est un viol, voilà c'est dit. Donc oui, il faut s'accrocher. Hein. On peut noter malgré tout une certaine répétitivité dans le scénario. Parce que globalement, elle est dans sa clinique à la campagne, puis quelques mois plus tard elle est sur le front. Puis quelques mois plus tard à la clinique, puis quelques mois plus tard dans le front, et voilà, ça peut être un peu répétitif. Et quitte à un peu parler du défaut, je ne suis pas ultra fan du point de focalisation de l'histoire, en gros sur une relation amoureuse entre l'infirmière et un docteur plus expérimenté, dont le démarrage est un petit peu forcé, faut dire ce qui est. Mais bon, c'est pas bien grave, ça gâche pas véritablement la puissance du métrage. Donc l'autre thème important, si ce n'est pas la guerre, ça va être la femme, et surtout de sa sexualisation par les hommes, dont le film essaye de critiquer un petit peu ça, parce qu'on peut voir au fur et à mesure du film que les hommes ne la voient vraiment que comme un objet. C'est bien montré, et justement le délire c'est que le docteur c'est un peu l'un des seuls qui la voit pour autre chose que ça. Donc pour le film je comprends que ce soit ça l'intérêt principal, même si je suis pas ultra fan. Et voilà, je crois que j'ai fini ce que je voulais dire sur ce film. N'hésitez pas à le voir évidemment si vous pensez que vous pourrez supporter son horreur, parce qu'il faut quand même pas oublier que tout ça c'est vrai hein. Et pour Masumura, on va reparler de son style dans quelques autres films. Mais avant ça, on a un classique autrement plus important, peut-être l'un des plus grands films du cinéma, Freaks de Todd Browning, qu'on appelle en français aussi La Monstrueuse Parade, et là pour le coup c'est un S-. Donc il n'y a pas vraiment d'histoire, mais tout le délire c'est qu'on va être à l'intérieur d'un cirque du coup, cabinet de curiosité. Le film est connu pour ça, pour montrer énormément d'acteurs qui sont atteints de vraies déformations, et dont la plupart étaient dans des cirques avant, il me semble. Et c'est ce qui a raconté son succès, parce que oui, c'est un échec commercial. Et justement, là, pas mal des critiques qui revenaient à l'époque, c'est le fait que les acteurs, ils étaient pas très normaux. Donc dans ce petit groupe, on verra beaucoup de personnes différentes, qui sont atteintes de malformations éparses, donc on aura des nains surtout, des gens qui n'ont pas de bras ou pas de jambes, ou même les deux, des gens qui bégayent, des siamois, il y a vraiment de tout en fait. Hein. Et c'est justement ça l'une des forces du film, parce qu'il veut montrer sans réellement juger ces personnes, dans leur vie, dans leur intimité, dans leur banalité quelque part, pas comme des bêtes de foire. En fait, il veut leur redonner une humanité, ce que j'essaie de dire, comme la mère qui veut s'occuper de ses enfants atteints d'encéphalie, il me semble, ou la vie amoureuse des sorciamoises, qui est pas forcément évidente, et tout un tas d'autres trucs, donc c'est franchement cool. C'est très bon comme film à voir, en plus c'est court, hein, ça dure qu'1 heure, mais malgré tout, il y a tout de même un semblant de scénario qui va se dégager là-dedans. Et là, c'est un peu plus compliqué. Globalement, le fil rouge du film, c'est justement autour d'une personne atteinte de nanisme qui va s'intéresser d'une meuf qui est membre également du cirque et qui, elle, n'a pas de difformité, mais cette meuf en soi, elle ne le respecte pas et s'intéresse à lui uniquement que pour son argent, lui qui va toucher un héritage, et voilà. Il y a quand même pas non plus beaucoup de scènes en soi, hein, parce que le film est déjà très court et il y a beaucoup de persos, mais l'histoire est ultra efficace, avec des moments de bravoure, comme la fameuse scène du l'un des nôtres, et il y a un truc un peu particulier par rapport à la fin, donc je vais me permettre de la spoiler petit chouïa, c'est qu'en gros la fin devient un genre de film d'horreur. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle ce film est étiqueté horreur, je pense. Enfin, à part pour le fait évident que c'est des monstres techniquement, mais que justement à la fin nos freaks du coup sont véritablement montrés comme des monstres, alors que durant tout le reste du film, on leur a donné l'humanité. Donc ça a fait débat dans le milieu, pas à l'époque, hein, parce que tout le monde s'en battait les couilles de ce film et le détestait, parce qu'il y avait des personnes mal formées dedans et qui étaient quasiment perdues après la Seconde Guerre mondiale. Mais moi j'aime quand même pas mal ça, parce que ça montre une certaine forme de justice dans ce milieu qui est rejeté du monde du coup, et donc qu'ils doivent se débrouiller de leurs propres moyens. J'aime beaucoup ça, ce détail est
très cool. Et non, c'est un excellent film, hein, et de toute façon, si c'est pas moi qui vous le conseille, ce serait quelqu'un d'autre, parce qu'il est incroyable. Et en parlant de films incroyables, alors dans une toute autre catégorie certes, mais c'est l'année dernière à Myriambad d'Alain Resnais. A plus, c'est un film de la nouvelle vague, Godard et compagnie. Donc en gros, pour résumer, à l'époque, les gens de la team essayaient de faire des trucs différents de la norme. Pour Truffaut, ça va surtout être d'aller dehors pour filmer. Godard, lui, par contre, ça va être de parler à la caméra. Et Resnais, il va créer des nouveaux types de narration. Moi, perso, je le connais pour 2 autres œuvres. On connaît la chanson Et Nuit et Brouillard. Oui, j'ai pas vu Hiroshima, mon amour. Super film, hein, on connaît la chanson d'ailleurs. Avec Bakri, Biard, Titi et tout un tas d'autres gens qui sont géniaux. Et bien sûr, Nuit et Brouillard, le meilleur documentaire de tous les temps, il n'y a pas de débat. Et donc là, ce film-là a une narration particulière, dis-je. Parce que le scénario, c'est un type, il n'y a pas de nom, qui va voir une femme, qui n'a pas de nom non plus, dans un grand hôtel. Cet homme va lui parler de leur première rencontre, qui était il y a 1 an à Myriambad, d'où le titre, mais elle ne s'en souvient plus. Et donc ça préfigure le thème principal de l'œuvre, la mémoire et l'oubli. Donc oui, hein, comme dans La Recherche du temps perdu, c'est pas montré de la même façon, parce que le film là, il va être autour d'échos, de scènes qui se répètent. C'est un film de cyclisme, j'ai envie de dire, parce qu'il tourne en rond, ou de spirale, mais ça c'est parce que j'ai lu un peu trop de Junji Ito récemment. En tout cas, les scènes qui vont se suivre vont revenir en arrière, se contredire, le passé va s'emmêler avec le présent et même le futur, tout devient de plus en plus confus et c'est méga passionnant. Pour un type comme moi qui suis pas ultra fan des films à la David Lynch, celui-là est génial, et qui d'ailleurs a inspiré énormément David Lynch, hein, ça se voit clairement. Et en fait, je dirais surtout c'est parce que lui, c'est un film qui ne laisse pas entrevoir une possibilité d'avoir un sens quelconque, contrairement à David Lynch où j'ai toujours l'impression d'être trahi quand je me mate un de ses films. Là, dès le début, c'est montré, ça va être bizarre, on va pas forcément tout comprendre, et si on est prêt à se laisser emporter, ça ne sera que du positif, et il m'a tout de même pas mal emporté. C'est vraiment un mystère assez envoûtant à regarder, qui bizarrement m'a pas mal rappelé Eyes Wide Shut de Kubrick, dans le côté film sentimental enveloppé dans un grand mystère, j'ai envie de dire. Je me répète, hein, mais c'est cohérent avec le film. Et non, franchement, c'est à voir au moins une fois pour l'expérience. Et d'ailleurs, c'est dans ce film qu'on a le jeu du Myriambad. Donc c'est en gros, t'as plusieurs allumettes rangées par ligne, et c'est chacun son tour des personnes qui doivent enlever un nombre d'allumettes sur une rangée précise. Et c'est celui qui doit retirer la dernière allumette qui perd. Et il y a cette très fameuse réplique: je peux perdre, mais je gagne toujours. Je vous laisserai voir en quoi cette réplique est vraiment très importante dans le film. Je ne saurais pas quoi rajouter, parce que c'est un film qui ne se raconte pas. En tout cas, pour ma part, Alain Resnais, je pense que je vais continuer à le découvrir parce que j'ai l'impression qu'il est plus intéressant que Godard. Et notre film suivant va aussi parler du temps un petit peu, étant donné que c'est Chronos de Guillermo del Toro. Mais autant l'année dernière c'était le temps qui se répète, là c'est plus une volonté que le temps ne finisse pas, vu que c'est un film qui va parler de la recherche de l'immortalité. Je lui mets B-, c'est le premier film de del Toro qu'il a jamais réalisé. Et pour faire court, c'est un antiquaire qui parmi sa marchandise va trouver un objet très particulier qui a la forme d'un insecte, un scarabée pour être précis, parce que del Toro adore les insectes, ou alors il est juste fan de Junji Ito, je vois partout maintenant. En tout cas, cet artefact va changer notre bonhomme, il s'appelle Jesus Christ, c'est une référence à quelque chose, j'espère que vous l'avez, en vampire. Et oui, je l'ai toujours pas fini avec cette putain de bestiole. Très classe d'ailleurs cette nouvelle réinvention du mythe, parce qu'il n'a pas forcément les caractéristiques qu'on s'imaginerait normalement pour un vampire, mais ça le porte tout de même du glamour, j'ai envie de dire. En tout cas, moi je le trouve assez élégant comme ça. Mais il ne sera pas le seul à vouloir posséder ce MacGuffin, vu qu'il y aura un antagoniste qui cherche l'immortalité justement, et dont le neveu est joué par Rob Perlman, qui est un acteur que j'adore et que je ne vois jamais assez dans des films. Pourtant, il est trop classe, je trouve. C'est un peu genre la tête de Belmondo sur le corps de Schwarzenegger. Non, mais j'adore ce type et j'adore son personnage d'ailleurs, parce que c'est quand même la plus grande force du film. Les persos sont très attachants, donc comme notre protagoniste, Jesus, et notamment sa relation avec sa petite fille, hein, ainsi que l'univers del Torotien. Bon, je ne suis pas un connaisseur, mais on m'a prévenu qu'il y avait plus ou moins toutes les bases dans ce film. Pour commencer, c'est quand même pas mal et ça donne vraiment envie d'explorer ça. Parce qu'il réussit malgré tout à dégager une vraie richesse visuelle, malgré le fait qu'il n'ait pas non plus un budget extraordinaire. C'est vraiment un film que j'affectionne tout particulièrement, même si c'est pas un chef-d'œuvre, et que je trouve juste qu'il manque un petit quelque chose dans le déroulé, dans le scénario, je ne sais pas, pour me dire que j'adore vraiment. Notre prochain film, c'est Tatouage de Yasujo Masumura, donc le mec qui a fait l'Ange Rouge. Je lui ai mis B+, et je tiens d'abord à dire que c'est une beauté visuelle. Le Technicolor de l'époque était franchement magnifique. C'est honnêtement, je pense, à plus grande qualité. Mes yeux sont tout ébobis. Le scénario est pas mal non plus, mais c'est pas la mise en scène qui est la plus captivante, j'ai envie de dire. Il y a quand même pas mal de raccourcis dans la manière dont les éléments se mettent en place, ce qui est dommage, je trouve. Mais il y a véritablement une force là-dedans. Et bon, je vais quand même essayer de résumer un petit peu ce qui se passe. Globalement, c'est une femme qui veut se marier avec un mec, mais son père veut pas. Alors, ils se barrent tous les deux, mais suite à quelques péripéties, elle va se faire globalement kidnapper et vendue comme geisha. Mais
avant on va lui faire un tatouage, qui est la toute première scène du film racontée en flash forward. Et donc globalement, ce tatouage, qui est une araignée à tête humaine, l'a transformé en connasse. Je crois que c'est à peu près ça le moral du film. Enfin non, c'est plus compliqué que ça, mais disons que c'est plus ou moins la métaphore quoi. Qui est techniquement que les expériences que les hommes te forceront à vivre vont te changer en monstre. J'imagine que c'est à peu près ça l'idée. Un peu unidimensionnel, surtout la façon dont c'est montré, c'est quand même un peu bizarre. Et ça marche quand même parce que notre protagoniste est très attachante. Qui est d'ailleurs la même actrice que celle dans L'Ange Rouge. Je crois que c'est quand même une actrice qui a apparu dans beaucoup de films de Yasuzo. Ce qui est bien, c'est qu'elle montre une autre personnalité dans son spectre de rôle. Parce qu'elle a été un petit peu, je vais pas dire effacée, parce que c'est pas vraiment ça le mot, mais passible dans L'Ange Rouge, alors que là, elle prend vraiment les rênes dans Tatouage, vu qu'elle va clairement manipuler pas mal d'hommes durant son récit, étant donné que ça va être surtout une histoire de vengeance. Elle va se venger des gens qui lui ont tatoué le dos et qui l'ont vendu. Et donc, je vais essayer de prononcer son nom correctement sans me gourer. C'est Ayako Wakao. Et donc, on peut commencer à déjà voir pas mal de thèmes récurrents chez le réalisateur. De l'objectification de la femme est assez évident à voir. On va encore parler dans d'autres films. Et aussi juste le fait d'avoir des persos principaux très attachants. Ça, y a pas à en chier. C'est vraiment très bien. Ça va être pas mal de vouloir continuer à mater le film. Et non, je conseille vraiment, c'est un à regarder. Bon, mon prochain film, alors, c'est Dracula de Dario Argento, qu'on appelle aussi plus communément Dracula 3D. Parce qu'il y a des effets 3D dans le film. Effectivement, c'est de la merde. De la bonne grosse merde. Définition du truc. Alors certes, c'est de la merde, mais c'est tout de même un petit peu plus choquant que d'habitude que ce soit de la merde. D'habitude, ils sont pas réalisés par Argento. Et ce charmant Dario, c'est quand même un des meilleurs réalisateurs de toute l'Italie, l'un des meilleurs réalisateurs d'horreur de tous les temps. Il a su créer des scènes d'angoisse et de frissons tels qu'aucun film n'a su les faire avant, comme Suspiria, mon film préféré de lui, et oui, c'est pas original. Ou encore d'autres trucs plus confidentiels, comme Phénoména, que j'attends particulièrement. Mais là, c'était à chier, et il y a différentes raisons. Pour commencer, c'est donc une adaptation du Dracula de Bram Stoker, que vous connaissez probablement, et qui se veut comme étant un peu la première adaptation romantique du roman de base. Alors je ne sais pas si Argento n'a jamais vu le film de Coppola, mais quand tu compares les deux directement, il y a genre un énorme fossé. Rien que la caractérisation de Dracula en soi, bah, le conte est vachement mieux représenté dans le film de Coco, parce que dans celui-là il est d'un plat et d'un chiant. Il a aucun charisme, mais vraiment c'est une huître le type, et que donc ils veulent essayer de donner une sorte d'humanité plutôt que de le dépeindre juste comme un monstre, comme l'a pu le faire les Nosferatu par exemple, mais que l'écriture ne suit pas, donc ces tentatives ça rend vraiment juste le perso mou, encore plus mou, parce que le film il est pas violent, il y a 2-3 trucs, il y a des têtes arrachées par moment, mais c'est très soft en fait, hein. Argento c'est pas non plus le mec qui fait le plus de gore au monde, ses films sont certes pas mal violents par moment, mais c'est pas vraiment les Terrifier par exemple, et généralement il sait ajouter une mise en scène super efficace qui va te marquer à vie. La façon dont il a de dérouler ses scènes dans L'Oiseau pleuve de cristal par exemple, ou même Inferno, c'était... Quand tu regardes ça, t'es captivé, tout simplement. Et là, non, t'as plus envie de détourner le regard parce que, bizarrement, le mur blanc à côté de toi est plus intéressant. Aussi, c'est moche, en termes de décor, d'éclairage, de costume, de tout ce que tu veux, c'est moche, c'est amateur au possible, c'est merde, ça a été au cinéma quoi. Quand j'ai entendu parler de ce film, je m'attendais à un truc pas terrible, mais à tel niveau d'indignité, franchement, ça frôle un peu l'arnaque. Puis comment expliquer en soi à quel point c'est vide? L'éclairage est molle, même encore plus que le mien, et les décors c'est pareil aussi. En fait, ça fait ultra amateur. Et c'est rien contre les films amateurs, mais généralement, ils arrivent à avoir suffisamment d'astuces pour tourner sans trop qu'on remarque que c'est amateur. Argento a du perce talent au début des années 2000, je sais pas. Et en termes d'acteurs, ça passe. Il y a globalement rien de très marquant. Ça joue un peu faux, faut dire ce qui est. Mais je vais quand même citer deux noms. Rutger Hauer, je pense vraiment que là c'est la palme du nom que j'ai le plus mal prononcé durant ces vidéos, qui nous joue à Valancing tout en finesse, qui est assez bien. Il ne valera jamais le William Dafoe dans le Nosferatu 2024, mais il est assez bien tout de même. Mais bon, je conseille plutôt de le voir dans des trucs comme Hitcher ou Blade Runner. Et enfin, Asia Argento, non pas tant par son talent qui est assez exploitable dans le film, mais plus par un simple truc que j'ai remarqué dans la filmo de Dario, et que beaucoup d'autres gens ont remarqué. Donc, si vous ne savez pas qui c'est, vous auriez peut-être compris qu'ils ont un lien de parenté. Effectivement, c'est sa fille. Et que le papa l'a fait tourner à poil dans tous ses rôles. Pour avoir vu 5 de leurs collaborations, elle est nue dans 4 d'entre eux. Et en plus, dans les films, c'est totalement gratuit parce que ça n'apporte strictement rien, notamment dans Dracula. Et aussi, c'est un peu la seule actrice qui a vraiment ce traitement-là dans ses films, parce qu'avant, il les mettait pas souvent à poil non plus, ces actrices. En tout cas, j'ai pas non plus totalement de souvenirs de ça. Donc, franchement, c'est légèrement glauque. Mais le pire, ça reste quand même dans Trauma, parce qu'elle avait 14 ans à l'époque. Et le film a une relation pédophile un peu chelou, je conseille pas de regarder. Enfin, si, en fait,
Roma, je conseille de regarder uniquement parce que le film est très ridicule et on peut se moquer facilement, mais il est pas mal dérangeant et pas vraiment dans le bon sens du terme. En tout cas, j'en ai pas parlé encore, mais les effets spéciaux de Dracula sont dégueulasses et le fait d'avoir la prétention de mettre la 3D avec rend le tout encore plus pathétique. Je veux dire, le film est sorti en 2012, les effets de Suspiria qui est sorti en 77 il me semble, sont infiniment mieux réussis. Et la couleur est mieux travaillée aussi. Mais bon, on n'est plus à ça près. Bon bref, c'était de la merde et je veux plus jamais en entendre parler. À l'inverse de notre film suivant, Exit 8 de Genji Kawamura. Alors j'ai pas vu Exit 1, ni Exit 2, ni Exit 3, merde, j'ai déjà fait ce gag avant. C'est un très sympathique à moi. C'est une adaptation d'un jeu vidéo, Exit 8 du coup, que j'ai pas vu parce que je joue pas aux jeux vidéo, mais c'est le même concept, qui est assez intéressant. En gros, c'est un couloir de métro qui se répète à l'infini, en forme soi-disant de ruban de Moebius. Si dans ces couloirs, il trouve quelque chose d'anormal, il doit rebrousser chemin et comme ça il pourra arriver à la sortie suivante parce qu'au début il est au niveau 0, mais s'il n'y en a pas, il peut continuer et il accède également à la sortie. Par contre, s'il se trompe, s'il avance alors qu'il y a une anomalie ou s'il repart alors qu'il n'y a que dalle, il retombe tout à 0. Voilà, c'est les règles de base du jeu vidéo et ils ont été insérés dans le film comme ça, ce qui est fortement pratique. Le concept est bien, il est assez angoissant et en plus il est pratique à faire parce que c'est un décor globalement. Seulement ça va amener le défaut principal du film, c'est que c'est quand même assez mal rythmé quoi. Le fait d'avoir un système comme ça qui se répète constamment fait qu'au début on est assez intrigué, puis qu'après on commence à s'emmerder. Puis après on est réintrigué parce que heureusement le film il sait quand même un peu mieux gérer son rythme que ça. Donc, il réussit bien à nous redonner envie de nous investir grâce notamment au thème qu'ils emploient et à sa manière de réaliser. Donc la réalisation elle est vachement classe, c'est rempli de plans séquences pour refléter un peu le jeu vidéo et ils veulent nous donner l'envie nous-mêmes de vouloir jouer en soi au jeu et à repérer nous-mêmes les anomalies. Et le film aura globalement pour thème l'isolement social alors qu'on est en communauté, ce qui est bien, la manière dont c'est tourné aussi. Non vraiment, j'ai franchement bien kiffé ce film, c'était une très bonne expérience qui peut, maintenant que je le dis comme ça, rappeler un peu de façon éloignée l'année dernière à Myriam Bad dans le sens où ça se répète continuellement. Bien sûr c'est pas du tout pour les mêmes raisons. Et voilà, c'est marrant de faire sorte de lien un peu capillotracté. Et sinon, la question à se poser c'est est-ce que c'est pas la meilleure adaptation de jeux vidéo en film? Peut-être, je connais pas toutes, je pourrais pas me lancer trop là-dedans. Et franchement, le seul autre concurrent que je vois dans ma tête là actuellement, c'est genre le Ace Attorney de Takashi Miike, qui, si vous voulez mon avis, a le problème qu'a Les Misérables ou le Comte de Monte Cristo, à savoir le truc de base est genre gigantesque et tout résumer ça en un seul film, tu perds un peu la substance. Mais qui est quand même cool, hein, c'est à voir. Et voilà, je vais donc prendre la sortie numéro 8 et aller au film suivant. Bon, c'était ridicule comme fin. Conjuring de James Wan, sous-titré en français Les Dossiers Warren, qui est effectivement la première fois que je vois ce film, alors qu'il est sorti il y a genre 12 ans je crois. J'ai toujours été assez curieux de l'univers étendu Conjuring, j'ai voulu me lancer, et c'est un très solide début. Je lui ai donné B+, on sent vraiment qu'il y a une maîtrise de l'horreur de James, dont la manière dont il met en scène les jumpscares, l'ambiance, de la façon dont il a de nous attacher à ses personnages, parce que si vous connaissez pas, c'est donc le couple Warren, qui est un couple qui a existé dans la vraie vie, qui s'occupait d'affaires paranormales, et qui va être engagé par une famille, parce que leur maison est hantée. Et donc toute la première moitié du film, c'est on nous présente les Warren et la famille séparément, avant leur rencontre. Et non, c'est franchement un film très solide, que je conseille de voir. Je trouve pas qu'il est ultra marquant en dehors de ça, c'est pas genre L'Exorciste par exemple, je trouve qu'il a recréé à lui tout seul les films d'horreur, mais Conjuring c'est quand même franchement bien et je trouve que ça mérite son succès. Je ne sais pas pour les suites, je les ai toujours pas vus. Et l'univers étendu est composé aussi des Annabelle et de la nonne, je crois qu'il n'y a rien à part tout ça. Mais en tout cas ça m'a quand même donné assez envie de voir la suite d'une manière positive. Et ça c'est cool, parce que par exemple James Bond ça m'avait pas du tout envie de voir la suite de manière positive. Par contre le film suivant a plus captivé mon attention. C'est Le Roi Soleil de Vincent Maël Cardona que j'ai mis en A-. Intrigue de base fort passionnant. Nous sommes dans un bar qui s'appelle Le Roi Soleil et l'un s'habituait à gagner à la loterie 1 million d'euros, je sais plus combien. Seulement pas de chance, au même moment il y avait quelqu'un d'un peu détraqué à la même soirée et il décide de braquer le mec qui a le billet de loterie. Ça va dégénérer et ça soldera par sa mort au mec qui a le billet. Et du coup là, ce qui va se passer c'est que les autres gens dans le bar, ils vont essayer de maquiller sa mort, ils vont essayer de raconter une fausse histoire pour pouvoir se partager l'argent de la loterie tous ensemble. C'est quand même assez captivant comme concept, j'aime beaucoup, surtout la façon dont c'est mis en scène. Donc tout le film ça va être surtout leur discussion sur quel scénario adopter exactement, et ça va être une vraie richesse de mise en scène, j'ai envie de dire, notamment avec pas mal d'effets Rashomon, vu qu'on va revoir la soirée du coup, mais sur tous les scénarios différents qu'ils vont inventer, c'est fait avec un rythme quoi. Et une vraie intelligence dans le déroulé de toute leur histoire, et où tu ne t'ennuies jamais. Du coup ça fait très Hitchcockien j'ai envie de dire, et je suis un grand fan d'Hitchcock en plus, ce qui va accroître mon intérêt pour le film. En plus c'est un peu une sorte d'allégorie directe du cinéma en soi, ou même juste de se faire raconter des histoires, c'est vachement classe la manière dont c'est mis en scène. Il y a tout ça de bien franchement, j'adore ce film. Par contre si il est en moins, c'est parce que à partir de la seconde moitié, les scénarios deviennent un poil plus farfelus et moins crédibles et plus
con, j'ai envie de dire. Tout n'est pas acheté dans la seconde moitié, sinon ça aurait été beaucoup plus bas. Mais tout de même, ça perd l'efficacité qu'il avait au début, parce que ça devient tout simplement ridicule. J'ai pas trop spoilé, mais ouais. Par contre, en termes d'acteurs, ils sont bons tout du long. Donc, moi, j'ai surtout retenu Pio Marmaille parce que j'adore cet acteur, mais les autres arrivent très bien à dégager quelque chose d'unique pour leur personnage, et ça fait plaisir. Ça aide pas mal à excuser le côté ridicule que les scénarios peuvent prendre. Et sinon, petit truc que j'ai relativement pas forcément trop compris. Alors, le début du film ne va pas être sur cette histoire de bar et tout ça, mais sur la création de la loterie. En gros, on est en 1700 mes couilles, où Casanova va inventer l'idée lors de son entretien avec le roi de l'époque. Donc c'était Louis XV, aussi connu sous le nom de Louis Croivet, et c'est pas lui le roi soleil du coup, donc ça fait un peu bizarre d'avoir ce titre, mais je suppose que le bien-aimé serait moins bien marché, va savoir. Mais en tout cas c'est la fin pour ce film-ci, et franchement allez le voir, il est génial, je vous jure, regardez-le, c'est trop bien. Pour nous rendre vers les classiques, et pas n'importe lesquels, ceux de la nouvelle vague, avec la collectionneuse d'Eric Romer. Donc Eric, dans la team, qu'est-ce qu'il faisait exactement lui? Il mettait les conversations méga chiantes, il montrait une intimité entre les personnages, c'est surtout ça que j'ai envie de dire. J'ai pas dit mais la note c'est S-, donc là encore c'est un mec que je trouve plus intéressant que Godard, et qui ça va être assez compliqué d'en parler parce que concrètement c'est pas vraiment une histoire qui se déroule, même s'il y a des évolutions, hein. Je veux dire c'est plus des interactions envers 3 individus surtout, et 2-3 persos, enfin surtout pas en vrai, persos secondaires qui viennent de ci de là. Donc ce sera 2 potes et une nana dans un château pour les vacances d'été, et je vous jure que c'est super passionnant à regarder. C'est intimiste c'est sûr, il va pas y avoir beaucoup d'action, c'est vraiment que des gens qui parlent, hein. Il y a vraiment uniquement que ça, mais une telle élégance, une telle richesse dans le dialogue que je suis désolé, mais moi j'adore ce film. Même si c'est pas mon préféré de Romer, je pense que mon préféré c'est Les 4 aventures de Renette et Mirabel, un autre super film. C'est un film qui va parler de beaucoup de choses, surtout de relations, donc on va y avoir de l'amitié, de la fidélité, le désir. C'est sûr que c'est très particulier comme ambiance, hein. Faut savoir s'accrocher, mais comme pour les dernières Myriam Bad, je vous jure que quand on y arrive c'est génial. Après s'accrocher c'est plus ou moins le concept de la nouvelle vague, hein. Et aussi, dernier truc à dire, ce film fait partie d'un genre de cycle de films d'Eric Romer, parce que Eric aime bien diviser ses films en cycles. Celui-là, c'est les 6 contes moraux, et c'est le 4e qui est sorti avant le 3e. C'est compliqué à expliquer l'histoire, mais voilà. Par contre, dans le film suivant, il y aura un poil plus d'action, et c'est La Bête aveugle de Yasuzo Masumura, 3e film de lui que je parle durant ce mois, et c'est un A-. Et lui, j'ai un petit peu plus de mal, mais en même temps, je le préfère aux autres, c'est compliqué, j'explique. Parce que j'adore vraiment les 2 premiers tiers, mais le dernier, c'est beaucoup plus discutable. J'essaie de m'expliquer un peu. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est mannequin, et un jour, elle va se faire kidnapper par un aveugle. Il l'enferme dans sa cave, et s'il l'a kidnappé, c'est pour pouvoir lui faire une statue à son effigie, parce que c'est un sculpteur. Oui, c'est un peu starbé comme idée, mais c'est franchement vraiment pas mal, hein. Donc, comme j'ai dit, les 2 premiers tiers réussissent vraiment à installer une présence et une angoisse assez délectable. On sent vraiment de la peine pour cette jeune femme, et du dégoût par rapport à ce gros taré d'aveugle. Et on développe d'ailleurs ses origines, son histoire, sur ses raisons, sur pourquoi ils font ça, qui sont pas mal, je trouve, et qui étoffent le personnage. C'est un bon antagoniste en soi. C'est justement notre protagoniste est pas mal aussi. Durant toute cette partie du film, elle va vraiment essayer, avec les moyens qu'elle a, de se barrer en fait, un peu à la manière de Misery, même si bon, elle a encore ses jambes, elle, donc c'est plus facile on va dire. Mais il y a vraiment le même genre de tension et qui fonctionne ultra bien dans le film. Aussi, c'est couplé à cela à l'excellent décor qu'ils ont pris, qui est très particulier. Donc, en fait, c'est un hangar géant qui est recouverte de statues, mais uniquement un membre et 2 corps d'une femme. Genre par exemple, tu as un mur qui est recouvert de bras, t'as un autre qui est recouvert de jambes, t'en as évidemment qui sont recouverts de seins, enfin bon, ça c'est voilà, et t'as aussi des statues géantes de femmes à poil. Donc oui, c'est starbé, je vous ai dit, mais il y a une créativité qui est pas mal, et franchement, l'angoisse c'est très cool à ce niveau-là. Juste, comme je l'ai dit, le dernier tiers m'a déçu, c'est pas que j'aime pas, c'est que je suis un peu mitigé, mais au moins ça m'a surpris, ça c'est quand même une qualité en soi. Juste, bon, déjà je trouve ça un peu ridicule, parce que, je vais pas vous spoiler, hein, mais globalement ça va être un poil plus violent, dans le sens où il y aura vraiment des trucs assez physiques qui va se passer, parce qu'avant c'est plus psychologique en gros. Donc par exemple, il y aura des coups de couteau. Et disons que les manières dont la mise en scène le font sont pas mal naze. C'est pas que c'est naze, en gros c'est juste qu'il y a un plan où tu vois le mec qui commence à enfoncer son couteau sur la meuf, et le plan d'après tout de suite c'est de dos, tu vois pas le couteau rentrer, pour justement cacher, parce qu'on avait pas le budget pour vraiment ouvrir une plaie quoi, et ça se voit un peu quoi. Autant il y a des œuvres comme Oldboy qui arrivent à justement jouer sur les angles de caméra pour pas trop qu'on voit les trucs qui sont vraiment durs à faire en make-up, et qu'ils font avec une angoisse malgré tout, notamment parce que c'est pas mal zoomé, hein. Là c'est quand même un peu craignos, je vous vois pas se mentir, surtout de la part du mec qui avait fait l'Ange Rouge avant, où il nous montrait quand même plus de choses.
chose. Aussi en parlant de make-up, j'ai cru à un moment qu'on était dans un genre d'univers chelou où les personnes ne possédaient pas de sang. Parce que vraiment, pour un dernier acte qui se veut sanglant, il y a vraiment genre 1 litre qui a dû être utilisé durant tout le tournage. On n'est pas chez Tarantino quoi. Mais c'est scénaristiquement que j'ai quand même beaucoup plus de problèmes parce que j'ai pas vraiment compris que c'était que leur délire. Vraiment, ça a pris une tangente que je trouve limite incohérente. Je crois à réussir à peu près à comprendre ce que le réalisateur a voulu nous transmettre. Et franchement, ça fait un peu maladroit. Mais ça, je vous laisserai plutôt le découvrir. Si vous trouvez le film, hein, il est ressorti en salle il y a pas longtemps. Je conseille quand même de le voir. Rien que pour les 2 premiers tiers qui sont excellentes. C'était le meilleur travail qu'il a jamais fait, je trouve. Juste la fin, voilà. Mais bon, je trouve tout de même ça plus satisfaisant que le film dont je vais parler, Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud. Non, excuse aux fans, mais j'ai pas trop aimé ce film, je lui ai mis B-. Et que, d'une part, j'ai un respect énorme pour ce métrage. Il a inspiré les plus grands, genre vraiment, genre Miyazaki et compagnie. Il a une histoire qui est quand même assez intéressante au dehors du film, où le réalisateur il avait vraiment bataillé pour retrouver les droits, parce qu'il était sorti une première version où les producteurs avaient remonté le film, je crois, ou un truc comme ça. Et donc il a mis genre 40 ans, je crois, pour essayer de le retourner et de le refaire à son image. Voilà l'artiste qui se bat pour respecter son droit, et les producteurs qui ne laissent rien à l'art, c'est beau, c'est magnifique. Moi, ce que j'ai pas aimé le film. Alors je vais le dire, je trouve les personnages, enfin pas tous les persos, surtout que le couple central qui est la bergère et le rameneur, qui était le titre de base du conte d'Anderson, ils sont nuls. En plus, je trouve qu'ils sont mal joués. Après, en matière de perso, on a surtout le roi et l'oiseau, et ils peuvent réussir à faire sourire par moment, mais c'est mal amené par un truc qui est que je déteste la manière qu'a Grimaud de diriger ses acteurs. Je veux bien, c'est un style artistique, on a chacun ses propres styles, et ça peut aimer d'autres personnes. J'adore La Collectionneuse, qui a à peu près le même débit, mais franchement, c'est trop exagéré là. Ils sont trop lents. Je sais pas, à part si vraiment il les a demandé de prendre du Xanax avant de tourner, c'était pas une bonne idée, hein. Je trouve sincèrement que ça plombe l'ambiance du film et tous ces dialogues qui sont pourtant verbellement bien écrits. Faut dire, c'est Jacques Prévert qui les a fait, ça aide pas mal, mais je pense que c'est pas le bon jeu pour ce genre de texte. Savoir harmoniser son texte et son jeu, c'est un truc qui est quand même pas mal à faire. Il y a des textes qui ont besoin d'une manière vraiment spéciale de les dire pour qu'ils puissent marcher à l'oreille. Genre quand on voit les textes d'Audiard ou même de Blier, s'ils sont joués par un bon acteur mais qu'il n'y a pas la même énergie, ça va faire bizarre et ça va pas aller tout simplement. Donc ouais, pour résumer, je suis pas ultra fan de l'alchimie entre Grimaud et Prévert, alors que j'aime beaucoup le texte. Après, les trucs que j'aime bien dans le film, c'est quand même les décors, l'animation. La ville qui est dépeinte dans le film est vraiment magnifique et regorge de créativité, qui ne laisse pas indifférent, mais qui personnellement ne me suffisent pas à me dire que j'ai aimé ce film. Et scénaristiquement, c'est un peu bizarre aussi. Genre, le délire des tableaux qui prennent vie. Ça aussi, j'ai pas trop aimé le délire, hein. Genre, je vais essayer de vous résumer. En gros, au début, on introduit le roi, qui est Charles 5 et 3 font 8 et 8 font 16, super blague, donc qui est globalement Emmanuel Macron, mais qui louche. C'est un peu marrant, je vais pas le nier, mais un jour, il y a son portrait de lui qui prend vie et qui va le tuer. Et après, on va suivre le portrait en soi, et ce sera lui l'antagoniste. Mais ce que j'aime pas, c'est quand même que on se fait chier à nous introduire un personnage pour qu'il se fasse jarter en 2 secondes par son doppelganger, et que ce soit lui la vraie menace, et qu'il n'y ait aucune différence entre les deux, à part qu'il louche pas. Hein. Franchement, honnêtement, ça apportait pas grand chose, ça. Donc non, je n'ai pas trop compris c'est quoi ce délire. Ça apportait pas grand chose. Et au passage, la bergère et le ramoneur sont aussi des tableaux. Au moins, c'est récurrent ce thème. Ouais, non, j'ai pas aimé, je suis désolé. Je le respecte énormément, mais je me le remettrai pas souvent. Là, par contre, on va venir à une vraie merde. Pas autant que le Dracula, mais merde quand même. C'est Peter Pan Neverland Nightmare de Scott Chambers. Bon, je vais en faire un peu d'introduction. Donc, il y a 2 ans est sorti les films d'horreur Winnie l'ourson. Je sais pas si vous avez entendu parler de ces trucs, ou que comme tout le monde vous avez oublié parce que c'était de la merde, mais c'est arrivé et ils ont fait un genre de multivers autour de ça, autour de versions d'horreur de personnages d'enfants tombés dans le domaine public. Parce que, évidemment, quand il y a un personnage qui tombe dans le domaine public, plutôt qu'essayer de le récupérer et d'en faire une version artistiquement poussée sans avoir la crainte du copyright, on va plutôt faire des versions d'horreur bas de gamme, parce que c'est facile de faire un film d'horreur, hein. Il faut juste un petit peu de faux sang, un masque et des couteaux, et puis c'est bon. Oui, non, les 2 premiers films Winnie l'ourson, c'était nul à chier de la merde, regardez pas ça, vous perdrez juste votre temps. Et c'est même pas spécialement marrant comme un nanar, non, non, c'est juste une perte de temps. Mais bon, c'est pas les pires, hein, franchement, je trouve que je suis sur Mickey est encore plus vide. En tout cas, la même équipe qui s'est occupée des Winnie l'ourson a aussi fait un film sur Peter Pan et un film sur Bambi. Et bientôt ils vont sortir un film sur Pinocchio, je crois, ainsi que leur crossover qui s'appelle Pooniverse. Oh putain. Le cinéma, mesdames et messieurs. Bon, le film sur Peter Pan, je lui ai mis A+, même si bon, ça fait un petit peu chier de mettre une note positive en soi, un film aussi pourrave, parce que techniquement, je peux pas non plus le mettre en E, c'est pas aussi mauvais que ça. Donc vous savez quoi, faites comme si j'ai mis des moins. Alors pour commencer, on va se plaindre d'un truc, c'est sympa de nous montrer dès le début que ça va être une œuvre artistiquement pauvre, parce que les logos de production sont faits par IA, et pas genre des IA où ils ont un peu retouché le truc pour pas que ce soit trop cramé. Non, non, là y a rien, c'est moche. Et quant au scénario, ce coup-ci, Peter Pan est une personne qui
veut kidnapper des enfants pour les emmener dans son pays imaginaire. Ce ne sera jamais explicitement dit dans le film qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce qu'il veut leur faire, parce que ce personnage a l'air d'avoir quand même des pouvoirs surnaturels, c'est pas une œuvre qui veut s'ancrer dans le réel, et justement c'est l'un des défauts du truc, c'est que ses motivations sont aléatoires. Disons qu'en fait, pour expliquer ça, les scénaristes ont écrit des scènes sanglantes où des persos se font tuer par Peter Pan, mais qui sont pas occupés à essayer de lui donner des motivations qui justifient ses actions. Donc en gros, il tue des personnes et des fois il n'en tue pas pour la convenance du scénario. Exemple de ça, à un moment le personnage de Peter Pan va pour kidnapper un enfant. Donc il rentre par effraction dans une maison, il kidnappe l'enfant, il ressort de la maison, puis cet abruti re-rentre pour tuer les occupants. Le truc c'est que si ça faisait partie de son personnage, pourquoi pas, mais il le faisait pas avant ça. Donc on peut noter que c'est une incohérence. Aussi, il va tous les tuer à coups de couteau, mais pour l'une d'entre elles, il va la ligoter, puis revenir plus tard durant la même soirée pour la tuer en l'étouffant. Et je ne sais pas pourquoi. Hein. On peut spéculer et dire que c'est parce que c'est une mère et qu'il déteste plus les mères que les autres. C'est pas incohérent avec son personnage, mais c'est pas étayé, donc c'est nul. C'est pas vraiment comme ça qu'on écrit une bonne histoire d'horreur. Genre Michael Myers dans Halloween, lui, on sait pourquoi il veut tuer des gens. Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse, on sait pourquoi il veut tuer des gens. Ce qui fait encore plus peur parce que du coup, on connaît les règles du jeu, on sait pourquoi et comment ça se passe. Après, je m'intéresse peut-être trop au scénario d'un film de merde qui a pas été pensé, mais... Et aussi, un dernier détail que j'ai envie de dire, la VF est dégueulasse. Ils sont tout le temps faux, il n'y en a pas un qui s'en sort, même par erreur, non, rien du tout. Pourtant, c'est, je sais pas, dans la nature humaine de vouloir essayer de faire des choses un peu bien, mais non, on dirait que ça a été fait par IA, hein, ou par RVI Comics. Mais bon, je leur en veux pas parce que en même temps, la production de cette VF était visiblement très bizarre, parce que je me suis renseigné un petit peu là-dessus, et par là, je veux dire que j'ai regardé Wikipédia 2 secondes, parce qu'il y a eu 2 VF, une pour la France et une pour la Belgique, et chez nous en France, on a employé des Espagnols pour la faire. Je ne sais pas pourquoi. Et en Belgique, c'était des Néerlandais, donc vraiment, il y a personne qui a fait un effort, visiblement, pour engager des gens qui sont quand même un minimum dans le milieu francophone, je sais pas. Bon bref, c'était de la merde, mais au moins comme ça a alimenté un petit peu ma catégorie film nul sur Letterboxd, parce que j'aimais pas trop le fait que ça penche trop sur le côté positif. Et bah chacun ses priorités. Hein. Mais on va se réconcilier avec les films d'horreur parce que on va parler d'Exhuma de Jung Jae-yoon. J'ai très mal prononcé. Bon, et lui, ça va permettre d'appuyer une thèse que j'ai sur pas mal de films d'horreur, qui est que faire un mauvais film d'horreur, c'est très facile, et faire un bon film d'horreur, c'est très compliqué. Parce que créer de l'angoisse véritablement, ça demande un niveau de talent qui est assez élevé, et c'est ce qu'a le réalisateur A, donc ça tombe bien. Je lui ai mis A+. Excellent, vraiment c'est incroyable. Nous allons suivre des chamans et des néomanciers, dont le principal est joué par Sean Munchik. J'adore ce type, hein, vraiment, je suis le fan de Oldboy, c'est mon film préféré, donc... Ils sont appelés pour essayer d'élucider une affaire de malédiction familiale, et ils vont entre autres devoir déterrer un cadavre, faire un tas de trucs, bon bref, c'est un peu marrant. Et c'est excellent pour différentes raisons. Déjà, le film mélange superbement bien les différents folklores qu'il explore, que ce soit le coréen ou le japonais, qui sont les deux principaux, et il va aussi mélanger tout ça à l'aspect sociétal de cette différence culturelle, notamment autour de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on parle souvent tout le temps de ça en fait. C'est fait autour de persos attachants qui restent en tête, et justement, contrairement à Conjuring, là pour le coup, je trouve vraiment qu'il y a une maîtrise qui est encore plus amenée dans tout l'aspect esprit démoniaque, parce qu'il y en aura plusieurs durant le film en plus, ou même la violence et toute la fraîcheur coréenne qui arrive à mélanger les genres avec une fluidité que les Français ou les Américains ont du mal à avoir. Les effets spéciaux marchent bien, c'est impressionnant. Juste, c'est un peu facile la fin, mais ça repose surtout sur des trucs mythologiques de leur région, donc je pense que si on connaît, on est mieux habitué, mais pour un néophyste comme moi, ça fait un peu Deus Ex Machina. Et aussi, il y a un truc bizarre, genre dans le film, sans spoiler, hein, il y a un serpent avec une tête humaine, oui c'est un peu starbé aussi, et le truc c'est que tout le monde s'en bat les couilles. Enfin, ils sont un peu surpris au début, mais pas plus que ça en fait, c'est vraiment juste, oh un serpent avec une tête humaine, tiens ça sort de l'ordinaire. Voilà, je sais pas, c'est genre vraiment très nul comme défaut, mais c'est plus ou moins tout ce que j'ai. Donc non, c'est un excellent film, je conseille de la regarder. De toute façon, c'est la Corée du Sud, ils sont incroyables, ils font jamais de mauvais trucs, et c'est toujours bien d'en voir. Mais l'horreur ne s'arrête pas là, et on va commencer à voir le plus gros de la vidéo. Je pense que je vais vraiment m'étaler pendant 15 ans sur celui-ci, étant donné que pour la première fois sur cette chaîne, je vais parler d'une série, à savoir Maniac par Junji Ito, qui apparemment est réalisée uniquement par Shinobu Nagashira. Ça fait bizarre d'avoir une série réalisée par une seule personne, mais soit. Et ce sont des adaptations des œuvres de Junji Ito, mangaka extrêmement connu pour... Alors je crois que c'est pas tant pour ses œuvres que juste par le fait qu'il a la gueule qui correspond absolument pas à ça, parce qu'il est tout kawaii, dessoulé, et ses œuvres c'est du body horror très viscéral, qui part dans des délires Lovecraftiens assez géniaux par moment, et que j'aime pas trop. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, mais de ce que j'ai suivi, c'est moyen un peu. Il y a des fois je trouve qu'il fait des trucs excellents, et d'autres c'est un peu de la merde. Et bon, lui au moins c'est un artiste, donc même quand c'est de la merde intéressante. Et il y a un bel exemple de ça avec Uzumaki, ou Spirale en français, qui est donc une série de manga qui arrive à additionner des trucs cons et intelligents. Et bon, donc la série Maniac, c'est une adaptation de beaucoup de one-shot qu'il a pu écrire au fil de sa carrière, et donc je vais essayer de m'amuser à plus ou moins tout vous parler, en étant le plus
rapide possible, parce que quand même j'ai pas non plus envie que ça dure 40 heures. Mais bon, si vous voulez mon avis global de la série, c'est un peu pauvre l'adaptation. Enfin, ça a pas vraiment rendu grandeur au dessin que Ito a pu faire. Bon, je vais plus développer quand je vais parler des épisodes en soi, et je vais utiliser une anti-sèche, parce que quand même je vais pas tout retenir de tête. La première histoire s'intitule Les mystérieux enfants Ikizuri, qui sert donc à reprendre les personnages récurrents de la famille Ikizuri, qui est un petit peu la famille Adams de Ito. Donc une famille assez glauque, qui a des liens avec le paranormal, mais qui là ne sont constitués uniquement que de frères et sœurs, leurs parents sont morts. Et c'est la deuxième histoire qui est adaptée, celle sur la séance, donc où ils vont faire une séance où ils vont essayer d'appeler un esprit. C'est pas mal, c'est assez drôle je dois dire, c'est pas le meilleur. C'est pas la plus marrante des histoires de cette famille en soi. Je pense que la première est plus marrante avec le petit ami de la cadette. C'est correct hein, je veux dire. C'est juste un peu bizarre de vouloir commencer une anthologie sur un génie de l'horreur par son côté comique. Mais bon, ça montre sa diversité au moins, parce qu'il sait créer différents types d'horreur. La seconde c'est le tunnel. Qu'est-ce que j'en ai pensé de celui-là? Ça va être un peu compliqué, parce que je crois que je m'en fous un peu en fait. Le côté horreur reprend certains codes de Ito, qui est des gens qui sont aspirés dans des murs. C'est un truc assez récurrent ça bizarrement. Mais celle-ci je trouve notamment que la menace est pas assez décrite, enfin qu'on comprend pas trop ce qui est censé faire peur. C'est un truc de Ito, ça, le mystère effrayant, blablabla. Et que l'adaptation, elle est correcte aussi, j'ai pas grand chose à en redire là. Le plus grand changement c'est surtout la fin, mais elle gâche pas vraiment l'histoire, donc ça va. Ice Cream Boss, donc le bus de glace, qui est j'ai trouvé marrante celle-là, même si je crois que c'est pas le concept qui était censé être marrant. C'est surtout la fin qui est... En fait, t'as l'impression que c'est vraiment une histoire qui est censée être angoissante, mais que l'acte final me fait plus rire qu'autre chose. Donc je crois que l'auteur a pas su transmettre ce qu'il voulait transmettre. Mais voilà. Oh là là. Les ballons au pendu. Parlons-en des ballons au pendu. C'est donc une des histoires les plus connues de Ito, l'une de ses plus appréciées. Et j'aime pas trop. Et j'aime pas trop pour une raison simple, c'est que je trouve que c'est un peu trop gratuit comme histoire. Disons que c'est globalement une histoire qui veut faire en sorte que l'humanité périsse à la fin, qu'il y ait plus d'espoir, etc. Et juste que je trouve véritablement que c'est beaucoup trop cheaté. Nos antagonistes, qui sont la meilleure partie de l'histoire, ce sont des grosses têtes de ballons géants avec une corde au bout qui a un nœud coulant et qui s'amusent à aller pendre les humains. C'est juste que dans le déroulé de ce qui se crée, nos protagonistes avaient aucune chance de survivre du tout, et que du coup, ça fait que c'est moins angoissant en fait. Parce que s'ils pouvaient réussir et qu'ils n'y parviennent pas, bah là il y aurait un truc encore mieux, enfin d'après moi hein. Et aussi je trouve que leur comportement est pas logique. Genre au début il y avait qu'un seul ballon qui est venu, puis après un mois plus tard il me semble, il y a tout plein de ballons qui viennent d'un coup. Donc pourquoi est-ce qu'il y en a qu'un qui est venu? Pourquoi ils sont pas tous venus en même temps? Alors est-ce que ça doit être progressif? Genre au début il y en a qu'un, puis il y en a 3, puis il y en a 10, puis il y en a 100, etc. Je sais pas, mais je trouve quand même que ça manque de crédibilité. Alors oui, c'est des ballons géants qui veulent pendre des gens, c'est pas très crédible comme histoire de base, mais tout de même j'arrive pas à rentrer dedans. Cela dit, on peut noter qu'il y a une originalité à cette histoire. Il nous donne, Ito, des plans à nous faire glacer le sang. C'est quand même un maître de l'horreur, il connaît son univers, il sait comment le mettre en place, mais ça n'a pas suffi. Et l'adaptation en soi, c'est quand même l'une des plus mauvaises je trouve. Pour deux raisons, ils ont un peu modifié la chronologie des événements, dans le sens où dans le manga, on a un foreshadowing de la fin, alors que là dans l'épisode c'est plusieurs foreshadowing qui laissent entrevoir à la fin, quitte à rendre le tout un peu incompréhensible. Je sais pas trop pourquoi ils ont voulu faire ça, mais bon. Et aussi c'était v'là moche. C'est l'un des épisodes qui utilise le plus la 3D, et la 3D au Japon, il faut qu'ils arrêtent de faire ça parce que c'est tout le temps de la merde. Perso, j'ai jamais vu une œuvre japonaise avec de la 3D qui est bien. Ça rend tout ridicule et nous lâche de l'histoire, et déjà que j'étais pas pris dans l'histoire, franchement moi j'ai juste envie de me barrer. Bon, ça c'est fait. La chambre quadruple porte est une des histoires qui va faire intervenir un perso récurrent de Ito, Shoichi. Il y en a deux dans l'anthologie, et autant dire tout de suite, je n'aime pas ce personnage. Je le trouve ridicule et pas drôle, alors que c'est l'un des persos qui se veut le plus comique que Ito a écrit, mais qui s'avère que dans celui-ci, là ça marche, et je pense que c'est la plus drôle qu'ils aient. Je pense que c'est l'épisode le plus drôle de la série, parce que tout ce délire qu'ils font avec la quadruple porte, sans trop spoiler, est fait dans un genre d'esprit cartoon qui assume plaire, et qui est pas vraiment très horrifique, hein. Même au niveau d'une comédie d'horreur, il n'y a pas grand chose, hein. Genre Evil Dead 2 ou Shaun of the Dead, ça c'est des comédies d'horreur qui sont drôles et qui sont horrifiques. Là c'est drôle au moins, déjà ça. La suivante c'est La Chambre du Sommeil, qui est l'une des premières histoires qu'Ito a écrites, si ma mémoire est bonne, qui reprend certains fétiches de Ito, qui est une personne aspirée par un autre truc. Et pour résumer un petit peu, c'est en fait une personne qui est auteur, dont son lui intérieur du monde des rêves essaye de sortir, et il sort de lui par la bouche. Et c'est pas genre un double ganger, non, c'est son intérieur qui sort. Donc genre quand la main du double sort, sa main à lui commence à disparaître lorsqu'elle rentre dans son corps, etc. Et en même temps il va aspirer une autre personne, donc bon voilà. J'ai envie de dire qu'on retrouve des thèmes chers à Ito là-dedans, comme le fait d'avoir un couple de protagonistes qui se fait aspirer par une force démoniaque, mais qui tant qu'ils sont ensemble ce n'est pas si grave. Et jusque là c'est quand même trop court pour qu'on puisse s'investir là-dedans. Genre les liens entre les persos sont pas ultra établis, ce qui est dommage vu que c'est plus ou moins censé être la priorité de l'œuvre. Voilà, donc celui-là je m'en fous un petit peu en fait.
Salut, rebonsoir, c'est Mathis du futur. En fait, je montais la vidéo et j'ai remarqué qu'il manquait 2 épisodes pour la série de Junji Ito. Donc voilà, je retourne pour les faire, ce qui va niquer encore plus le rythme de ma vidéo, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et bon, donc je vais parler de l'intrus. Ça va être un peu particulier parce qu'il y a toute une présentation à faire avant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le 4e chapitre d'un manga de Junji Ito qui s'appelle Hallucination, où les histoires sont liées et pas en même temps. En gros, il va réutiliser les mêmes personnages mais sans continuité. Moi, je pense que c'est venu juste du fait que Ito il avait la flemme de recréer un nouveau design pour ses protagonistes, du coup il a repompé ceux d'avant. En soi il y a quand même des chapitres qui ont une continuité entre les autres, 4 pour être précis sur 6, c'est plutôt pas mal, ça fait juste un tiers, on comprend pas ce qu'il fout là. Et l'intrus fait partie de cette continuité, donc en gros c'était une idée complètement conne d'en faire un épisode one shot d'une série d'anthologie s'il n'y a pas la conclusion derrière. Déjà que la conclusion dans le manga elle est assez bancale, là dans la série on se dit surtout qu'il manque des bouts et c'est dérangeant. Mais bon, ça fait partie d'un style propre à Ito, qu'à Lovecraft aussi, qui est qu'on va couper l'histoire au moment où ça devient vraiment palpitant parce que ça fait plus peur de pas voir la fin. Je suis pas ultra fan de ce genre d'idée, je préfère des histoires complètes, mais bon ça peut plaire à certains je suppose. Et aussi que parmi le manga, les hallucinations, ils auraient pu prendre de meilleures histoires, comme les coups hallucinés, je pense que c'est ma préférée. Et l'autre épisode que j'ai oublié lors du premier tournage, c'était la chevelure sous le toit. Un épisode où la menace, c'est des cheveux. Un concept que j'ai déjà vu utilisé dans d'autres médias, comme la première partie de Kwaidan de Masaki Kobayashi, et le Hext de Sonosuon. Et donc pour Kwaidan, ça faisait un petit peu ridicule avec les moyens de l'époque, mais pour Hext, c'est franchement beaucoup plus solide, c'est plus pertinent, et c'est aussi pas mal inspiré de l'œuvre d'Ito. On remarque ça sur pas mal de plans, et de la façon d'utiliser en soi les cheveux. Et l'histoire est cool en soi, c'est un délire de fantôme vengeur. Les japonais sont assez doués avec ce genre de thématique, et c'est quand même bien adapté en soi, donc je vous pouvoir regarder ou lire directement. Mais voilà, ça finit le coup pour les rattrapages, je vais donc pouvoir terminer mon montage, et vous, je vous laisse avec mon moi du passé. Et la prochaine moisissure, je m'en fous un petit peu aussi, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. C'est l'histoire d'une personne qui va rentrer chez lui après 1 an à l'étranger et il découvre que sa maison est infestée de moisissures. Et donc il y aura une origine plus ou moins surnaturelle à ça. Et donc sans trop spoiler, ça va finir mal pour lui. Si j'ai un peu spoilé. Et la seule chose qui m'énerve vraiment là-dedans, c'est le fait que le protagoniste décide de partir. Il veut partir, il le dit qu'il va partir, mais il le fait pas. Alors qu'il a pas envie de rester. Je veux bien qu'il ne sache pas en soi que c'est néfaste pour lui, parce qu'il a pas encore les conséquences à ce moment-là, mais tout de même, il le dit spécifiquement qu'il va partir, que son frère peut l'héberger. Il n'y a pas de raison qu'il reste. Pourquoi il reste ce con-là? Non, vraiment, j'ai pas compris cette partie. Et ça fait que c'est un peu quelconque comme histoire, et un peu plat. Il a fait mieux, quoi. Comme la suivante, la bibliothèque des illusions, qui nous raconte l'histoire d'un protagoniste qui est obsédé par ses bibliothèques, qui représente toute sa maison, et qui commence à vriller dans la folie au moment où il se rend compte qu'il lui manque de livres. C'est vraiment une histoire très puissante sur la chute aux enfers d'un homme, avec des moments très forts, notamment certaines scènes de dialogue avec sa femme, parce que oui, il a une femme, et juste l'adaptation a énormément ruiné ça. Ils ont un peu squeezé son passé, qui est genre méga important pour toutes les parties surnaturelles de l'histoire, parce qu'il y a des parties surnaturelles, je les ai pas présentées, j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais voilà, ce qui rend le tout moins fort. Et ils ont aussi modifié la fin, ce qui la rend beaucoup moins angoissante, et ce qui fait bizarrement plus Deus Ex Machina. Et quand même, la plus grande qualité qu'ils ont eu, c'est que dans la VF, ils ont mis Donald Renew pour le protagoniste, et non, je ne fais pas une fixette. La prochaine est pas mal aussi, c'est La ville aux pierres tombales, mais qui est infiniment mieux dans le manga parce que le manga il met pas des 3D dégueulasses tout le temps. C'est un frère et une sœur qui vont dans la ville d'une de leurs amies et sur le chemin ils renversent une personne et ils décident de mettre le cadavre dans leur coffre et de le cacher. Voilà. C'est une histoire classique, mais ce qui va être très intéressant c'est ce qui se passe à l'intérieur de la ville où ils vont. Cette ville a la particularité assez étrange qui est que les gens qui y meurent se changent en pierres tombales. Et donc comme les gens ne choisissent pas vraiment où est-ce qu'ils vont mourir, il y a des pierres tombales absolument partout dans cette ville. Sur la route, dans les maisons. Visuellement il y a un truc assez angoissant là-dedans. Et aussi ça va parler d'un truc qui est très japonais, le respect donné aux morts, qui va poursuivre toute la carrière d'Ito, et notamment dans celui-là, parce que justement nos protagonistes n'ont pas respecté une morte. Et voilà, c'est donc une œuvre franchement bien, que je conseille à lire surtout, parce que l'adaptation est pas mal moche, hein, comme j'ai dit. Et ils ont aussi pas mal modifié la fin, ce qui la rend moins angoissante, et moins méritoire je trouve, et moins logique aussi. Donc bon, lisez des mangas, c'est bien. Et en plus on va s'attarder à regarder ce qui est, je pense, le meilleur one-shot d'Ito, l'archéologie de la terreur, qui va nous raconter l'histoire d'une famille qui est maudite d'une façon très particulière. En gros, ils ne possèdent pas d'organes, pas d'os non plus, juste des couches
de peau, comme un arbre en gros. Il y a vraiment cette comparaison qui est directement donnée dans le film. Et donc quand on la scanne sous IRM, on voit ces zones de croissance et c'est quand même assez classe, je dois dire. Et qui se poursuit dans une conclusion qui est parmi les plus significatives de Ito. Parce que là c'est pas juste glauque pour être glauque, il y a une vraie morale là-dedans, j'ai envie de dire, qui est franchement, honnêtement, on se substance avant l'heure. Il y a une vraie comparaison à faire entre ces deux œuvres, parce qu'ils ont des points de similitude ultra précis, mais je peux pas vraiment spoiler, mais pour des raisons totalement différentes. Et pour revenir à l'adaptation, c'est beaucoup plus moche. C'est vraiment tout ce que j'aurais à redire, voilà. Il y a une vraie élégance dans le crayon d'Ito qui n'a pas forcément dans l'animé. Par contre, la suivante, elle est quand même... bon, c'est l'épave. Une créature des fonds marins s'échoue sur les côtes du Japon et beaucoup de gens vont la voir et ça fait peur parce qu'il y a des humains dans la bestiole. Voilà. Ouais, non, clairement, il n'y avait rien dans cette histoire. C'est dommage parce que l'imagerie des fonds marins peut amener quelque chose d'assez bien dans l'univers là, Ito. Et il a déjà exploité ce thème dans J.O., je crois. Sûr que c'est ça le titre. Mais là, dans cet épisode, ça marchait pas. Le suivant, ça va être un assez gros morceau parce que ce sera l'introduction dans cette série du personnage de Tomie, personnage assez important dans l'univers d'Ito. Je développerai plus ça dans quelques numéros, mais en attendant, ce que je peux dire c'est qu'elle a sa propre série de manga et que cet épisode c'est l'adaptation du deuxième chapitre. Donc je ne sais toujours pas pourquoi ils adaptent pas le premier, ça paraît plus logique, et en plus c'est même pas le meilleur. J'en ai lu des mieux. Et Tomie, pour faire court, c'est un personnage qui attire les hommes et les hypnotise, mais c'est jamais trop spécifié si elle fait ça à propos ou par accident, vous voyez. Et l'épisode en soi il est assez correct, même si je trouve pas qu'il soit spécialement marquant. Il y a bien le délire autour des photos qui est un peu original. En gros, les photos ça révèle la monstruosité de Tomie, parce que quand on la prend en photo, ça lui fait pousser une tête. C'est compliqué, hein. Mais cet épisode, l'angoisse, est pas vraiment super bien exploité. Et ça finit dans une semi-blague aussi, un peu étrange. Et l'épisode d'après, en termes d'angoisse aussi, c'est un peu pourrave. C'est l'épreuve du Dédale. Deux randonneuses se baladent en montagne et elles découvrent un temple de secte bouddhiste chelou qui les accueille. Et c'est pas qu'elles peuvent pas sortir, non, elles peuvent tranquillement quand elles veulent. D'ailleurs, elles le font. Mais le truc qui fait techniquement vraiment peur dans cet épisode, c'est vers la fin, où elles sont dans un labyrinthe, d'où le titre de Dédale, et dedans elles rencontrent des moines momifiés, et elles se perdent dans le labyrinthe, et voilà, c'est la fin de l'épisode. Et bon, déjà j'aurais deux choses à dire. Pour commencer, j'arrive pas à voir comment elles peuvent se perdre dans ce labyrinthe, parce que l'épisode donne vraiment l'impression que c'est un couloir unique. Se paumer sur un couloir, c'est quand même galère, hein. Après, il est peut-être long, t'as des fatigues de refaire le tour, mais voilà. L'illustration n'est pas à son top. Et mon deuxième souci, c'est que les moines momifiés, du coup, reprennent vie, et c'est vraiment la partie surnaturelle de cet épisode. Mais ils ne font rien, donc au final, ça fait pas très peur. Vraiment, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent. C'est même pas genre qu'ils les attaquent ou qu'ils les empêchent de sortir. Non, ils les regardent. Ça se finit là-dessus, sur nos deux meufs qui voient des moines les regarder. Et voilà, c'est censé faire peur. Ouais. Après, l'épisode essaye de justifier ça en disant que l'un de nos protagonistes est agoraphobe, il me semble que c'est ça exactement, mais ça me fait ni chaud ni froid. Et la suivante, c'est un peu particulier à parler, c'est la fille perverse, et donc là ça va parler d'un sujet sociétal assez frontalement, à savoir le harcèlement entre jeunes de 10 ans je crois, parce que justement c'est une fille qui va tourmenter un ami à elle. C'est l'une des seules histoires d'Ito qui n'a absolument aucune trace de surnaturel, mais j'ai deux petits soucis avec ça. D'une part, uniquement l'adaptation là, c'est mal raconté, parce qu'en fait dans le manga de base, c'est la harceleuse du coup adulte qui va raconter son histoire à son petit copain, que quand elle était jeune, elle tourmentait les enfants, etc. Mais l'adaptation, elle a voulu commencer directement par le passé, on la voit tourmenter le petit gars, et après on a l'ellipse où elle, adulte, raconte ça à son petit copain, pour qu'après elle lui raconte une autre histoire, parce que ça se passait comme ça dans le manga. Mais vu qu'il n'y a pas cette scène au début, ça fait bizarre de venir là-dessus, on comprend pas trop, on est assez perdu, et oui, donc c'est mal raconté. Et le deuxième truc, et là c'est pour le manga aussi, c'est que je trouve que la fin, ne me raconterai pas, est beaucoup trop ridicule pour ce que ça veut être. Je vois clairement quelles étaient les motivations d'Ito, et je peux pas m'empêcher de rire plutôt qu'avoir peur quand je vois ça. Mais bon, ça c'est moi, peut-être que vous, ça vous fera pas. La suivante histoire, c'est au fond de la ruelle, qui est quand même pas mal celle-là. Elle est bien faite, le twist de fin est vraiment pas mal. C'est un jeune homme qui va emménager dans une maison et la ruelle à côté est assez bizarre. Il y a eu des événements étranges là-dedans. Voilà, donc comme j'ai dit, c'est pas mal. Juste, le protagoniste est un peu con, faut dire ce qui est. Et la fin est légèrement forcée tout de même. Et sinon, c'est bien. Je pourrais pas tout à fait en dire autant de la suivante, les statues sans tête, parce que je la trouve vraiment très basique et sans originalité. C'est un sculpteur qui sculpte des statues sans leur tête, et un jour ce même sculpteur se retrouvera décapité, et comment dire, on se doute un peu de quelle sera la menace quoi, je veux dire, je pense que même sans vous le raconter, vous l'aurez déjà compris, et que c'est pas non plus vraiment glauque à partir de là, même si c'est quand même une des plus gore, qui a plus de sang je crois, mais sinon elle raconte pas grand chose. La suivante par contre c'est vraiment l'une de mes préférées, c'est la femme qui chuchote. C'est une jeune femme qui est atteinte d'un trouble psychologique assez particulier, elle n'arrive pas à se décider, genre vraiment à un point exagéré, genre elle n'arrive pas à se dire j'ouvre la porte par ma main gauche ou ma main droite, vous voyez le genre de question.
elle s'en pose sans cesse, c'est handicapant pour sa vie, alors son père va lui engager une auxiliaire de vie qui répondra à toutes les questions qu'elle se pose et qui vivra constamment au crochet d'elle en lui chuchotant à l'oreille. C'est une histoire qui s'est bien évoluée dans le glauque véritable et qui a une vraie force. Parce qu'on découvrira plus tard toutes les responsabilités autour du père, autour de la dame qui est engagée, etc. Je trouve que c'est bien construit et vraiment marquant. Juste l'adaptation squeeze des moments un peu importants pour justifier certains trucs. C'est dommage, mais bon, ça reste compréhensible. Et aussi, c'est une histoire qui aura du surnaturel, sans spoiler, mais qui est légèrement forcée. Disons que j'aime bien ce qu'ils ont fait avec le surnaturel qu'il y a, mais que voilà, c'est un peu genre Ito qui était à la fin du script en mode non mais attends, mais il y a pas de fantôme là-dedans. Oh allez, vas-y, j'en fous, hein, bah les couilles. Ouais, il y a un peu de ça, mais après, c'est pas la pierre qui a ce défaut. Parce que par exemple, l'homme au cadeau, où là, ça n'apportait vraiment rien de finir au fantastique. Et en parlant de rien importer, il faut conclure cette série avec son dernier épisode du coup. Shoichi et son animal de compagnie, que j'ai pas aimé, pas du tout. On retrouve le personnage de Shoichi, qu'on avait déjà évoqué dans la quadruple porte. Et je déteste ce personnage, c'est juste un gosse insupportable qui veut se la jouer glauque parce qu'il mange des vis tout le temps, je sais pas pourquoi. Peut-être que son film préféré c'est Salaud de Pasolini, va savoir. En tout cas, il est très jaloux que sa sœur ait un chat, du coup il va maudire le chat et il va faire des trucs chelous comme apporter des bestioles de l'enfer ou balancer des éclairs et c'est pas spécialement drôle. Ah vraiment, c'était pourrave. En plus, c'est pareil dans l'ordre de l'épisode. Donc celle-là, c'était le premier que j'avais vu. Franchement, ça m'a pas donné envie de voir du Shoichi. Ça va que l'autre épisode est quand même assez pas mal. Et celui-là, non, hein. En plus, l'animation elle est pourrie parce que comme il a toujours des vis dans la bouche, il galère un peu à animer les mouvements. C'est cocasse, hein. Mais bon, en tout cas, j'ai pas aimé, hein. Et voilà, je pense que cela conclut donc cette série qui est. Il y a quand même pas mal d'histoires bien, mais franchement, elle va rien vous apporter. Autant lire le manga tout de suite. Il y a beaucoup de recueils des histoires de Junji Ito. On peut citer celui qui s'appelle Les Chefs-d'œuvre, sorti en 2 volumes, avec beaucoup d'histoires dont j'ai déjà cité plus d'autres, ainsi que des commentaires de l'auteur. C'est quand même assez intéressant, je conseille à lire. Et d'autres, voilà, je connais pas par cœur, mais il y a de quoi faire, je vous laisserai vous renseigner. Pendant que nous retournons au film. Un rêve plus long que la nuit de Nikki de Saint-Phal. Comment résumer ce truc? Bon, déjà, c'est à moins et un peu à contre-cœur. Et ensuite, l'histoire, c'est une fille qui rêve et qui va tomber dans un univers fantastique. Donc, un peu comme Alice au Pays des Merveilles, mais plus Nikki de Saint-Phal. Vous la connaissez probablement, c'est une sculptrice plasticienne, il me semble ça le mot, extrêmement connue à travers le monde pour des statues de femmes à poil. Bon, c'est réducteur de parler de ça comme ça, mais... Et elle a fait des films au cours de sa carrière, 2 surtout, et celui-là c'est le seul qu'elle a réalisé toute seule. Et dans ce monde de rêve, que se passe-t-il? La fille va vouloir devenir adulte, et on aura un contraste évident entre l'enfance et l'âge adulte du coup. Donc au début c'était joyeux tout plein, elle va se faire des amis, enfin surtout 2, un nain et une créature qu'elle joue presque fait de détritus. Je crois que c'est une rêve et une ancienne œuvre de Nikki. Et l'âge adulte, ce sera, pour résumer, la guerre et le sexe. Parce qu'elle va rentrer dans le Cyclope, donc une gigantesque architecture qui a été construite par son compagnon de l'époque, où on peut d'ailleurs accéder encore aujourd'hui. Elle tombera dans des salles qui sont des salles de guerre simplement, où on fabrique des canons par le général fasciste, et c'est le vrai nom du personnage. Et à côté, elle va rentrer dans un bordel, où elle va rencontrer des tas d'hommes à poil, mais on ne voit pas leur chibre en gros plan. On voit des symboles de ça. Genre par exemple, il y en a un qui a une fusée, il y en a un autre qui a une roue, donc ça peut être très variable à ce niveau-là. Mais bon, c'est quand même assez intéressant de voir un genre de regard enfantin sur un univers sexuel. Ça peut laisser sous-entendre des trucs assez glauques, notamment quand on connaît un peu la vie de la réalisatrice. Et voilà, je vais quand même éviter de spoiler parce que c'est un film assez court, il dure 1h06, et que ça fonctionne vraiment sur la surprise, bah comme Alice au Pays des Merveilles quoi. Et juste, le seul problème, c'est que j'ai assez de mal à rentrer là-dedans. J'aime beaucoup ce qui se passe, j'aime beaucoup les thèmes abordés, la façon de le faire, la créativité qui en dégage, mais j'arrive difficilement à rentrer là-dedans et je saurais pas vraiment expliquer pourquoi. C'est même pas spécialement que c'est bizarre, genre Alice au Pays des Merveilles c'est ultra bizarre et aléatoire et pourtant je surkiffe ce film. Et le bouquin, quand je parle du film, je parle du dessin animé Disney, hein, ou le film Tchécoslovaquie, qui est incroyable, pas du truc de Burton. Et que ce n'est pas comme dans Le Roi et l'Oiseau, qui a clairement une chose très dérangeante qui va me bloquer l'accès au film. Non, là c'est juste que je n'arrive pas. Et ça me saoule un peu parce que je sais pas trop pourquoi. Mais peut-être que vous, ça ne le fera pas, je vous conseille de voir ce film, franchement. Des expériences de ce genre, en tant que cinéphile, je peux pas m'y refuser. Et ce sera un peu le cas du film suivant, mais en nettement plus négatif, Le Magasin des Suicides de Patrice Lecomte. Si vous ne savez pas qui c'est le réalisateur des Bronzés. Et c'est pas genre que c'est un homonyme, non, non, c'est le réalisateur des Bronzés. C'est pas la même ambiance. Je lui ai mis C+. Alors, le plus, justement, ce sera son atmosphère. Parce qu'on va suivre les aventures d'une famille qui ont comme commerce un magasin des suicides. Donc, qui leur vend du poison, des cordes, etc. L'excentricité glauque de cette famille a une énergie qui est assez communicative pour moi, qui fait que le film est super drôle. Couplé à cela, des excellents dialogues, d'humour noir,
al dente, un super cast vocal et une animation qui fait très pantin désarticulé que j'aime bien, qui fonctionne avec le style. Mais ce que j'aime pas, c'est que, bon, d'une part, c'est une comédie musicale et les chansons sont pas marquantes, à part la première, mais franchement, j'aurais préféré écouter du Magoyonde. Et le vrai défaut, surtout, l'histoire qui est paresseuse au possible. En gros, la famille Tuvache, c'est leur nom, ont le bonheur d'avoir un nouvel enfant, mais malheureusement, cet enfant est heureux parce qu'il sourit. Alors ça, c'est un truc spécial qui fonctionne pas dans le film, justement, parce qu'ils s'inquiètent que cet enfant ne fasse pas la gueule, alors que eux sourient quand même beaucoup de fois dans le film. Je pense qu'il y a une contradiction entre l'histoire et l'animation à ce niveau-là. Mais que, concrètement, cet enfant, quand il va grandir, il va essayer de redonner le sourire et d'empêcher les gens de se suicider. Mais c'est que c'est expédié. C'est beaucoup trop expédié pour que ça puisse marcher. Et la scène de voyeurisme aide pas, hein, pour ceux qui ont vu le film. Bah, par exemple, la façon dont il a de convaincre son père d'arrêter son activité, son père qui s'appelle Mishima, c'est une référence à un truc, hein, j'espère que vous l'avez, c'est de lui faire des blagues en l'imitant. Alors que si vous avez pas vu le film, vous savez pas, mais à ce moment-là, il voulait le buter. C'est trop facile, quoi. Hein. Mais surtout parce que le film ne sait pas choisir quoi entre raconter une histoire bien construite et faire des sketchs. Moi, perso, je préfère quand c'est une histoire bien construite, et moi, ça m'aurait pas gêné d'avoir un film qui est uniquement des sketchs d'humour noir autour de cette famille. Ça existe très bien, genre Mes voisins les Yamada, il n'y a pas d'histoire, bon là c'est coloré, mais ça marche, quoi. Et puis, c'est plus cohérent avec le travail de Patrice Lecomte, parce que Les Bronzés, il n'y a pas d'histoire. Ça, et aussi il y a des moments glauques, mais pas dans le bon sens du terme. Donc ouais, non, c'est un peu dommage, j'en attendais beaucoup et je suis assez déçu. Tomie Dakaru Wakaza. Donc nous sommes de retour vers le merveilleux monde fantastique de Ito, avec l'adaptation de son personnage le plus connu, ainsi que le tout premier qu'il ait créé. Ce film donc je lui ai mis B+, et c'est, si je comprends bien, une sorte de suite non officielle du manga. Alors je n'ai pas fini le manga, donc je pourrais pas me permettre de trop les mettre en rapport. Juste du coup le twist de fin de ce film là est assez prévisible si on a lu le manga, et même si on n'a pas vu le manga et qu'on connaît approximativement Tomie, ce ne sera pas une surprise. Par contre le film est très solide et très bon, je conseille à regarder. Il va pas vous faire méga peur, mais il a une efficacité dans ses personnages qui sont à peu près tous attachants. La protagoniste qui est photographe, parce que visiblement c'est un thème récurrent chez Ito, et on a toujours ce délire que les photos font apparaître une deuxième tête à Tomie, je sais pas trop pourquoi. Enfin, visiblement ce sont les représentations artistiques d'elle qui la forcent à se transformer en monstre, parce que même quand on l'a peint, on est obligé de faire des protubérances un peu cheloues aussi. J'aime aussi le lien que va nouer la protagoniste avec sa psy, qui est surtout là pour nous mettre dans une sorte de fausse piste, mais bon, ça marche pas trop. Mais surtout le flic qui est vachement marrant, sa dynamique est très efficace là aussi, même s'il sert absolument à rien, mais en même temps c'est un flic dans un film d'horreur, faut pas leur demander de faire de l'eau tiède. Et la dernière chose que je veux traiter, ce sera l'évolution du personnage de Tomie, qui est introduit de façon très classe, parce qu'on ne sait pas encore que c'était elle, on voyait juste une tête décapitée, donc forcément pour les fans, ils voient tout de suite comment ça va finir, mais pour les néophytes, c'est assez intriguant. Et puis son nom ne sera pas évoqué tout de suite, mais vraiment au bout d'un tiers du film, alors que le titre principal quand même, on peut se demander pourquoi. Ça joue sur le mystère, c'est bien. C'est un film qui est tout de même assez conseillé pour les profanes du manga, et donc du coup moi je ne peux qu'approuver. Au prochain tout de suite, et il s'agit d'une bataille après l'autre, de Paul Thomas Anderson. Logiquement vous devriez connaître qui est ce bonhomme, ou pas forcément parce qu'il a une réputation assez haute au milieu des cinéphiles, mais pour les lambda, c'est... personne connaît. Donc pour résumer, il a fait Magnolia, le meilleur film avec Tom Cruise, et Star Wars Be Blood, super film là encore. Et une bataille après l'autre, c'est sa sortie de l'année, et je lui ai mis en S. Donc oui, je pense que c'est probablement le deuxième meilleur film de l'année, derrière Sinners, mais pas loin à côté. Donc pour résumer l'histoire, c'est un révolutionnaire à la retraite, joué par DiCaprio, ce qui va me permettre d'enfin faire cette blague que j'attends depuis 1000 ans d'émission, parce que ce n'est pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, mais DiCaprio. Ça me démangeait, je vous raconte même pas. Il vit reclus avec sa fille, après avoir changé d'identité, parce que son réseau s'est fait prendre par les autorités. Il vécura à la campagne pendant 15 ans, donc la fille était bébé au moment où tout a pété, donc forcément elle a plus trop de souvenirs, et elle a jamais vu son père véritablement comme un héros, quoi. Et malheureusement, les militaires finissent par les retrouver, et ça va être un peu la guérilla. Ils vont être séparés durant tout le film globalement, et essayer de se retrouver. Et c'est franchement magnifique. Tous les efforts que fait DiCaprio, alors qu'il est totalement un vieux gars qui est toujours en pyjama, sont vraiment énergiques et bien foutus. La mise en scène est vraiment excellente à ce niveau-là. C'est Paul Thomas Anderson, hein. On sait que c'est un grand. Et aussi toutes les mésaventures de la fille avec le nouveau réseau sont très intéressantes là encore. Au passage, le chef militaire qui doit être sergent ou un truc comme ça est joué par Sean Payne. Et non, il est super dans ce rôle. Au passage, niveau doublage, c'est probablement la dernière fois qu'on pourra entendre Emmanuel Kersen au cinéma, grand comédien qui a accompagné la voix de Sean Payne sur ses plus grands rôles, ainsi que d'autres très marquants, comme Rio dans Death Note. Il est tristement décédé le 11 septembre 2025. C'est vraiment une date de merde, hein. Enfin, parlons plutôt de trucs marrants comme le traitement réservé aux migrants. Non, c'est pas tout à fait marrant ça. Mais c'est ce que le film exploite, en montrant bien la cruauté et l'indifférence que le système américain leur donne, en opposant ça à la bravoure et l'héroïsme que ces révolutionnaires essayent d'incarner, en aidant ces gens à vivre dignement. Donc oui, c'est un film qui se veut totalement être dans le spectre politique gauche. Et donc comme tous les films
film de Gauchias, c'est excellent. Vous voulez une preuve par l'absurde? Est-ce que vous connaissez un seul film de droit d'art excellent? Et c'est Gauchias aussi parce que les méchants, c'est sur une société secrète remplie de vieux mecs blancs, un peu les mêmes propos qu'un Mascu sur Twitter. Donc oui, s'il y avait un truc à reprocher avec ce film, c'est que c'est pas super subtil, mais ça fait du bien aussi d'avoir des trucs où vraiment on rentre dedans. Donc bon, une bataille après l'autre, c'est incroyable, c'est impressionnant, les scènes sont folles, les musiques sont super bien choisies, les persos sont super attachants et parfaitement incarnés par les acteurs. Juste, je préfère un peu Sinners, parce qu'il y a toute une mythologie qui est donnée à la musique qui est pas présente dans une bataille après l'autre et qui a su plus me toucher, mais sinon ça reste le plus gros must de cette année. Le film suivant est aussi très politisé, y a pas à en chier, et ce sera surtout l'occasion de reparler de génie avec Vivre dans la peur d'Akira Kurosawa, qui a comme pour acteur principal Toshiro Mifune. Je lui ai mis A. Au début je pensais lui mettre moins, mais après avoir peu réfléchi, je me suis dit que c'est vraiment du génie en fait. Donc ce sera l'histoire de Toshiro Mifune qui fait un vieux qui a continuellement peur d'une attaque atomique. Donc on va reprendre le thème principal du traumatisme japonais de la Seconde Guerre mondiale. Et ce que le vieux veut, lui, c'est de se barrer avec sa famille au Brésil parce qu'il pense que c'est plus sûr. Ou peut-être que c'était un nazi. Et donc l'histoire c'est que sa famille veut l'empêcher de continuer ses conneries en lui faisant un procès familial. Et au passage, en termes de grands acteurs, il n'y a pas que Toshiro, vu qu'on aura aussi Takashi Shimura dans le rôle d'un dentiste qui sert de représentation neutre durant le débat entre la famille et le vieux. La première fois que j'avais vu ce film, j'avais vraiment compris ça comme de la critique d'une peur exagérée qui peut nous rendre cinglés, et que je trouvais ça un peu moyen parce que la famille du vieux est très froide et il n'y a pas vraiment beaucoup de personnalité à en retirer, donc je qualifie ça de défaut. En fait, j'ai plus réfléchi et je me suis dit qu'il y a une raison à pourquoi est-ce qu'elle est aussi froide. En fait, Kurosawa ne veut pas juste montrer une peur panique, il veut montrer deux extrêmes de réaction face à un danger réel et nous faire comprendre que ces deux-là sont néfastes. Donc l'exagération constante du personnage de Toshiro Mifune, de cette peur envahissante qui l'empêche de vivre, est très bien montrée, notamment parce que Mifune est un super acteur, et c'est peut-être l'un de ses rôles où il change le plus de gueule, parce qu'il avait que 35 ans il me semble durant le tournage, alors qu'avec le maquillage et tout, t'as vraiment l'impression qu'il a 60 ans. Et surtout que c'est vraiment le premier rôle où il change autant, parce qu'avant il gardait globalement sa gueule. C'était les 7 samouraïs, c'était Rashomon, etc. Et ça déchante dans la folie est parfaitement illustré. Vraiment, en termes d'acteur, je n'ai rien à dire. Et que l'autre réaction, celle qui est centriste, qui est en mode mais non, il n'y a pas de danger, est également critiquée, parce que Kurosawa les montre vraiment comme froid, je l'ai dit, sans émotion, presque sans humanité, totalement détaché, et ils montrent bien que ce n'est pas un exemple à suivre. Donc en fait, c'est beaucoup plus subtil qu'au premier abord. Et bien sûr, on peut en faire des milliards de parallèles avec les trucs qui se passent en ce moment. L'exemple qui nous donne plutôt à suivre, c'est celle du personnage de Takashi Shimura. Parce que lui, il comprend les propos du vieux, mais sans tomber dans une paranoïa. C'est tout simplement le personnage le plus humain de tout le film, même s'il est assez secondaire. Mais en fait, c'est pas tout à fait le seul, parce qu'il y a aussi l'une des filles du personnage de Mifune qui va s'inquiéter pour lui aussi. Parce que j'en ai pas parlé, mais c'est aussi peut-être un peu un défaut du film. La famille, elle est beaucoup trop nombreuse. Il y a trop de gens, et c'est impossible de tous les retenir. Non, attendez, je vais essayer de faire le truc en tête. Il y a le vieux, sa femme, son fils, sa fille, le mari de sa fille avec leur enfant, qui est un bébé, la femme d'un des fils avec leur belle famille. Donc déjà là ça en fait 10 et je crois qu'il en reste encore quelques-uns. Et ils sont pas très caractérisés en dehors de ça, donc vraiment on les retiendra pas. Mais j'ai dit, il y a une raison à cela, et elle marche tout à fait bien. C'est vraiment ce qu'on pourrait qualifier de chef-d'œuvre presque oublié de Kurosawa, ce qui est dommage. Mais c'est important de voir ce qu'il peut faire en dehors des Shambara, notamment le chef-d'œuvre absolu à ce niveau-là, c'est Vivre, ou Ikeru, le meilleur rôle de Takashi Shimura, qui est l'un des plus beaux films sur l'humanité que j'ai jamais vu. Et en parlant de beauté, je terminerai Vivre dans la peur avec ceci. Le film se conclut sur un fameux plan, que je ne spoilerai pas, qui est peut-être le plus beau de toute la filmographie de Kurosawa. Peut-être parce qu'il a fait des plans superbes dans Ran, dans Rashomon ou 7 samouraïs, mais celui-là, il a une particularité, c'est qu'il a une complexité de mise en scène chronométrée, ultra galère à mettre en place. Et puis il y a un symbolisme qui est tellement puissant là-dedans que je pense qu'on pourrait faire une vidéo entière d'1 heure rien que sur ça. Enfin, ça, je vous laisserai y décortiquer, je vais éviter de vous raconter ce qui se passe sur ce fameux plan. Et plutôt passer à la suite, parce qu'on va parler d'un autre de mes chouchous, et un pote d'Akira en plus, avec le film Atragon d'Ichiro Honda. Si vous vous souvenez de ma vidéo précédente, c'est le créateur de Godzilla, et ce film rentre plus ou moins dans la continuité, c'est assez particulier. J'expliquerai un peu plus quand je développerai. En attendant, je lui ai mis à moins, parce que les deux premiers tiers sont excellents, et le reste c'est expédié. Donc c'est un peu comme dans La Bête Humaine, mais pas tout à fait les mêmes raisons, parce que le dernier tiers de La Bête Humaine, c'est une idée qui a du mal à passer chez moi, alors que là, c'est juste un peu qu'ils ont fabriqué leur fin à la pisse. Mais l'histoire est en soi assez cool. Bon, c'est un film de kaiju, donc ça va être du grand n'importe quoi, mais du grand n'importe quoi orchestré. Parce que les habitants de l'Empire de Nu, c'est un vrai truc qui existe, je connaissais pas avant. C'est genre l'Atlantide, mais dans le Pacifique. Donc un peuple sous-marin avec une technologie supérieurement avancée à la nôtre, qui veulent envahir la Terre parce qu'ils craignent qu'ils aient une arme de feu supérieure à la leur. Cette arme de feu, c'est l'Atragon, donc qui est le titre du film. Il me semble que ça veut dire sous-marin de guerre, mais je peux me tromper. Et justement, leur sous-marin est vraiment une arme assez haute qualitative, parce qu'il a carrément la capacité de voler. Ce n'est donc plus un truc sous-marin, mais
eau marin, je sais pas. Et aussi un rayon qui te gèle à 0 l'absolu. C'est la température du vide de l'espace. Et plus grande qualité là-dedans, c'est donc les parallèles politiques qu'on peut faire, qui est un truc récurrent à Honda. Godzilla, c'est l'exemple de base de ça. Mais A-Dragon est aussi pas mal à ce niveau-là. Mais aussi ses personnages. Et là, c'est bien parce que c'est un défaut qu'on peut retrouver dans beaucoup de films Godzilla de l'époque. Les persos sont OSEF, mais là, ils s'en sortent plus que bien. Surtout la trinité familiale entre la protagoniste, son père et son oncle, qui est le cœur d'énormément de scènes des 2 premiers tiers du film et qui réussissent à le faire briller. Enfin, c'est pas tout à fait la protagoniste, mais le vrai protagoniste, c'est un genre de plot, je dirais. Il n'y a pas beaucoup de personnalité, il sait se rendre utile, mais voilà. Et qui a aussi une relation d'amour avec la meuf qui est à peine exploitée. Et aussi, c'est quand même pas mal un connard parce qu'au début du film, il a stalké pour qu'elle rejoigne son agence de mannequins. Franchement, on aurait pu virer de l'histoire, ça aurait pas apporté grand chose. Vous savez quoi, oublions-le, hein. Les méchants aussi sont pas mal fandards, je dois dire, parce qu'ils ont une identité visuelle assez proche des Égyptiens qui est très satisfaisant à regarder. Et la façon dont se conclut leur arc, je veux pas trop le dire, mais aussi assez poignante, malgré que ce soit trop rapide, et qui aussi va permettre de faire une tangente sur l'univers étendu Godzilla. Donc, ce film est sorti durant l'ère de la Showa, et qui d'une part me rappelle pas mal un film sorti après, où là il y avait Godzilla, qui est le film Godzilla contre Megalon, qui est assez nul, c'est même l'un de ceux que j'aime le moins, et qui a aussi la particularité d'avoir un peuple de la mer qui veut tuer des humains. Il s'appelle Cytopia, ils ont eu pas beaucoup d'inspi pour le titre, et ce peuple a aussi la particularité d'être moche visuellement. Ils avaient encore moins le budget pour faire des décors satisfaisants, du coup ça rend pathétique. C'est juste pour dire que de mêmes idées peuvent être mal exploitées et bien exploitées. Et enfin, le dernier truc, ce sera pour essayer de répondre à la question si ce film fait partie de l'univers ou pas de Godzilla, et c'est assez compliqué. Parce que la Dragon, on le revoit plus du tout dans les films suivants, mais ce qu'on revoit, c'est un kaiju. J'en ai pas encore parlé, mais ce film en regorge un, et c'est Manda, qui est un serpent de mer géant ultra classe, qui a une bonne introduction aussi. C'est un peu comme Tomie, bizarrement, on en parle de plus en plus, plus l'histoire avance, et ça nous laisse vraiment voir quelque chose d'assez gigantesque et d'impressionnant, et il l'est pas suffisamment. Il fait partie des défauts du deuxième tiers, c'est qu'il est beaucoup trop expédié. C'est dommage, parce qu'avec une forme pareille, il y avait de quoi faire des trucs assez classe. Mais avec les restrictions de l'époque, faut dire, ça marchait moyennement, hein. Du coup, on pouvait pas faire des costumes, comme avec Godzilla. Ça va être des marionnettes, bon bref. Mais pour revenir à la continuité, Mando réapparaît dans un autre film Godzilla, Destroy All Monsters, ou Les Envahisseurs attaquent en français. Et le souci qu'il y a avec ça, c'est qu'ils ont déjà pas la même forme, il est beaucoup moins classe dans BAM, et aussi ils ont pas l'air d'avoir la même origine. Déjà parce que, attention spoil, dans A-Dragon, il semble décéder à la fin du film. Alors a-t-il ressuscité en moins beau, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment d'être dans sa propre continuité à part, sans lien avec le reste. Donc vous pouvez vous le mater sans souci. Et nous arrivons pour le tout dernier film de cette vidéo, qui est Passion de Yasuzo Mazumura. Et cela ne vous aura pas échappé si vous voyez bien l'affiche, mais effectivement, le titre original est une swastika. C'est parce que le bouquin d'origine est sorti avant la Seconde Guerre mondiale, c'est pour ça qu'ils sont permis d'utiliser. En japonais, ça se prononce Manji. Et là, dans le film, ça sert à illustrer le fait que l'intrigue tourne autour d'histoires d'amour entre 4 personnages, d'où les fameux 4 branches de ce célèbre symbole bouddhiste. Le film, je lui ai mis S-, c'est le dernier Masuzura que j'ai vu, et c'est sympa parce que le premier et le dernier film de cette vidéo, ce sont tous les deux des Yasuzo. Donc on ferme la boucle et ça conclut bien. Elle est bien pensée cette émission tout de même, hein, ouais, je suis un génie. Donc comme j'ai dit, l'histoire va tourner autour de 4 persos principaux, mais véritablement ceux qu'on va surtout suivre. Je vais vous les présenter tout de suite. C'est donc une femme mariée qui, s'ennuyant de cette vie conjugale, décide de prendre des cours de peinture, et c'est au tour de l'un d'entre eux qu'elle va tomber amoureuse. D'abord uniquement d'un point de vue physique, modèle, muse, etc. Elle trouve que son corps est parfait, elle veut le peindre, mais finalement elle va vraiment développer une passion dévorante envers cette femme. Donc bon, déjà ce que je vais dire c'est par voler lesbienne, j'ai pas des oreilles de chat, c'est dommage. Et justement le film tournera autour de ça, plus que sur leur couple à elle seule, mais sur toute l'attirance que dégage cette femme envers les autres, qui sont donc les 2 autres protagonistes de ce récit, à savoir le mari de la première et le fiancé de la modèle. La jeune femme en question est jouée encore une fois par Ayako Wakao, qui est, comme je l'ai explicité plus tôt, une actrice récurrente chez Yasuzo Mazumura, qui joue encore un archétype un peu différent de personnage, parce qu'elle n'est pas tout à fait la même que dans Tatouage, parce qu'on ne retrouve pas l'aspect vengeresse du personnage, mais il y a toujours ce côté assez femme fatale et séductrice. Mais aussi parmi les autres thèmes récurrents de Yasujiro Masumura, on a aussi la voix off qui est omniprésente. C'est pas exactement omniprésent à la Scorsese, mais c'est quand même l'un des points centraux de la narration. À part dans Tatouage, il me semble qu'elle est dans tous les films que j'ai vus de lui. Et là dans ce film c'est plus justifié, parce que dans les 2 autres c'était juste qu'elle parlait directement au spectateur. Là elle raconte son histoire à une personne précise. Par contre j'ai aucune idée de qui c'est, hein. C'était un vieux mec
visiblement, je sais pas. Je vais m'arrêter juste sur dire que c'est un film que j'adore, sur un amour destructeur porté à l'extrême de tous nos personnages, une très bonne beauté visuelle, même si pas aussi forte que dans Tatouage, mais une intrigue qui est plus claire et plus mémorable, ce qui en fait pour moi un super film et le meilleur dans sa globalité de Yasumura. Voilà, ce qui conclut donc efficacement cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été un peu le bordel pour la tournée, j'espère que ça ne se sera pas trop vu. Sur ce, moi je vous laisse en espérant que la prochaine fois il fasse plus chaud, et je vous laisse sur ces derniers mots, sayonara.